Bonsoir à tous, les titres du journal. La saison des pluies sonne son retour à Libreville, la capitale gabonaise qui se relève progressivement d'une journée de fortes précipitations ayant provoqué des inondations par endroits, alors que dans le même temps, la journée de demain est déclarée Journée internationale de prévention des risques et catastrophes naturelles. On fait le point dans ce journal. Et puis la Sogatra, la Société gabonaise des transports, qui pourrait bien reprendre du service à temps plein sous peu, c'est ce qui ressort d'un accord conclu ce jour entre le syndicat et l'administration des transports. L'accord met un terme à plusieurs mois d'inactivité de la principale société publique des transports du pays. À l'étranger, la justice sud-africaine rétablit la vérité dans une sombre affaire déduisant en 1971 du suicide d'un jeune militant anti-apartheid alors que ce dernier avait été torturé et tué par la police dans sa cellule. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus à cette édition d'information sur Gabon 24. Ce jeudi à Libreville, au palais de la présidence de la République, s'est tenu un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. En toile de fond de ce tour de table, des questions d'actualité, notamment dans le domaine de l'économie, des relations internationales et de la sécurité intérieure. Lariska Mamengi, presse présidentielle. Le Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, ce jeudi à Libreville, a permis au Premier ministre et les membres de son gouvernement de faire un tour d'horizon sur des questions d'actualité du pays, notamment dans les secteurs économiques avec l'état de la balance commerciale des matières premières, les questions de projets de textes législatifs et réglementaires sur la loi de finances 2018, mais aussi de l'international avec l'état d'avancement du dialogue intensifié entre le Gabon, pays signataire des accords de Cotonou, et les ambassadeurs de l'Union européenne, dont les sessions ont débuté à Libreville depuis plusieurs semaines. La capitale gabonaise sous de fortes averses aujourd'hui. L'on a noté des inondations par endroits et les populations qui ont eu du mal à vaquer convenablement à leurs occupations, comme en témoigne ce constat de Gabriel Ratanga et Louis-Philippe Mbadinga. Elle est là, Dame Pluie. De retour depuis plusieurs semaines déjà, voilà que rebondit le phénomène d'inondation des grandes artères de la capitale. De la zone industrielle de Lomé, en passant par Iaï jusqu'au camp de police. Pour finir au feu rouge de la présidence, le constat est le même. Des canaux d'évacuation obstrués par des déchets ou encore défectueux pourraient être à l'origine de ce spectacle désolant observé ici et là à Libreville. À qui la faute ? Quand on sait que le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, s'apprête à célébrer la Journée internationale de prévention des catastrophes naturelles, une stratégie de prévention de dégâts est-elle en cours, quand bien même il existe au Gabon la petite et la grande saison des pluies? En attendant la réponse à ces différentes préoccupations, les populations continuent du mieux qu'elles peuvent à s'accommoder à la situation. Afin de permettre au maximum de personnes de pouvoir réagir en cas de début d'incendie, un ancien sous-officier des sapeurs-pompiers offre des formations à Libreville. Une initiative qui attire déjà plusieurs jeunes Gabonais. Uriel Abaga, Fred Ndongo. Au Gabon, de plus en plus de personnes s'intéressent au secourisme afin d'avoir les bons réflexes pour sauver un proche en cas d'éventuel danger. Réunis à Libreville, des jeunes Gabonais prennent des cours théoriques et pratiques sous la supervision de Steven Bekale, ancien sapeur-pompier qui a monté une structure de secourisme. Simulation, exercice de réanimation, bouche à bouche et surtout initiation à l'utilisation du défibrillateur cardiaque. Un outil important selon l'instructeur. Dans les autres sociétés, comme les sociétés occidentales, c'est obligatoire d'avoir un défibrillateur dans les lieux publics. Donc actuellement, nous dans nos formations, on introduit la notion de défibrillateur parce que nous gardons espoir. Nous savons que ça va bientôt arriver au Gabon. Par exemple, un lieu comme le marché de Mambouette qui accueille tout le temps 3000 personnes ou plus, il faut au minimum 3 à 5 défibrillateurs. On n'a pas besoin d'être formé pour en utiliser un. C'est un appareil qui est capable de sauver des vies en cas d'arrêt cardiaque et ça nous a montré déjà qu'on aurait pu sauver plusieurs personnes si on en avait dans les lieux publics. Ancien soldat du feu, Steven Bekale enseigne ici à ces jeunes intéressés comment circonscrire les flammes en cas de début d'incendie. Explication sur l'utilisation et les catégories d'extincteurs. Donc les feux de classe A par exemple,
correspondent aux feux de tout ce qui concerne, j'utilise ce mémo technique, arbres, donc bois, papier, tissu, etc. Ce sont des feux qui brûlent avec formation de braise. Les feux de classe B, par exemple, c'est tout ce qui concerne les huiles, le gasoil, le pétrole. C'est une manière différente de brûler. Et les feux de gaz, les feux de métaux, etc. Donc on a pu différencier les classes de feu pour mieux les combattre. Voilà pourquoi nous avons des extincteurs de type AB, de type BC, ABC, etc. Détenteur d'une bagatelle de certification, le jeune instructeur souhaite que les Gabonais s'habituent à avoir un extincteur et, si possible, un détecteur d'incendie, mais aussi qu'il y ait une réglementation plus forte pour diminuer les risques. En prélude à la Journée internationale de la prévention des catastrophes, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, chargé de la décentralisation et du développement local, a prononcé une allocution ce jeudi. Ce dernier a relevé plusieurs points permettant de réduire l'exposition aux risques et aux déplacements forcés. Gabriel Ratanga nous en dit un peu plus. Jamais aussi bien que chez soi, réduire l'exposition aux risques et aux déplacements forcés. C'est le thème retenu cette année par la communauté internationale dans le cadre de la Journée internationale de la prévention des catastrophes. Le Gabon n'a pas dérogé à la règle. Le Gabon, à l'image des autres membres de la communauté internationale, célèbre ce vendredi 13 octobre la Journée internationale de la prévention des catastrophes. Chaque année, des millions de personnes sont déplacées à la suite de catastrophes causées par les aléas de la nature. Coordination, coopération et collaboration à tous les niveaux sont indispensables pour relever le défi de taille, car l'État à lui seul ne peut tout faire. La célébration de cette journée est axée sur la sensibilisation en vue de prévenir les pertes en vies humaines, les perturbations sociales et économiques provoquées par diverses catastrophes. Les syndicats de la Société gabonaise des transports, SOGATRA, ont signé aujourd'hui une convention de reprise des activités avec le ministère des Transports. Un accord qui permet de relancer pleinement les activités de l'entreprise qui tournaient au ralenti suite à plusieurs mouvements de grève. Gabriel Ratanga. C'est un nouveau souffle bénéfique pour la Société gabonaise de transport SOGATRA. Les syndicats de cette société, en mouvement d'humeur depuis plusieurs mois déjà, viennent de mettre un peu d'eau dans leur vin en signant cet après-midi avec la ministre des Transports Estelle Ondo une convention de relance des activités. Depuis le mois de juin, les syndicats s'étaient mis en grève pour défaut de paiement de leur salaire. On a accusé à peu près 4 mois d'arrêt de salaire, également pour défaut de cotisation à la CNSS. Et il y avait un troisième point qui était le défaut du paiement des assurances pour les bus. Nous avons trouvé des solutions déjà au niveau des paiements des salaires. Nous avons trouvé également des solutions au niveau des paiements donc, des assurances des bus et des taxis compteurs. Et donc, d'autres requêtes sont en cours d'analyse et de solution. C'est à la suite donc, de ces efforts du gouvernement que les principaux syndicats qui se sont mis en grève ont décidé de suspendre finalement le mouvement de grève. Et donc, c'est cet accord que nous avons signé cet après-midi. Cet acte posé par les syndicalistes émane d'une volonté de ces derniers à vouloir ramener la sérénité au sein de la société. Le gouvernement a commencé à faire des efforts à notre niveau. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes passés à la signature de cet accord. Même si de nombreux points contenus dans le cahier de charges restent encore en suspens, les bus sont depuis quelques jours en service pour le bonheur des usagers. L'école de santé publique de Lambaréné, dans la province du Moyen-Ogooué, au centre du Gabon, a lancé officiellement ses activités cette semaine. Un projet dont les enjeux reposent sur l'amélioration du système de santé du pays. Lariska Laure Mamingui. Spécialisée dans la recherche des vaccins des maladies tropicales et dans la formation des professionnels de santé, l'école de santé publique de Lambaréné, dans la province du Moyen-Ogooué, au sud du Gabon, a officiellement lancé ses activités mercredi. Le centre hospitalier universitaire doit avoir 3 piliers obligatoires. Vous devez avoir le pilier recherche, qui est actuellement assuré par CML. Vous avez le pilier soins, qui est assuré par l'hôpital Albert Schweitzer et l'hôpital Georges Rawiri. Il manquait le volet formation.
Bien sûr, le centre de recherche médicale faisait les formations, mais ce sont les formations non diplômantes jusqu'à présent. Maintenant, nous sommes en train d'aller vers des formations qui pourront être diplômantes, qui permettra de renforcer la qualité des soins au niveau des hôpitaux et le managérial des personnels de santé en général. Le ministère de la Santé, le Centre de recherche de Lambaréné et la Fondation Albert Schweitzer, des acteurs majeurs pour la réalisation de ce projet, cher au président de la République. Le chef de l'État attache une grande importance à l'amélioration de la santé des populations gabonaises et la recherche scientifique est une des composantes de l'amélioration de cette santé. Et cette recherche scientifique doit se faire selon des normes bien établies, d'où la présence du ministère de la Santé qui a été fortement impliqué au cours de tout ce processus avec des partenaires internationaux. Au cours du lancement de cette école de santé publique, vous avez remarqué que toutes les grandes institutions internationales, universitaires, partenaires ont été présentes. Ça prouve que le Gabon veut vraiment et continue dans l'amélioration sans cesse de la santé des populations. L'école de santé publique est issue de la volonté du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui en 2013, lors des festivités du centenaire de l'arrivée d'Albert Schweitzer au Gabon, avait émis le souhait de mettre en place une structure complète de formation, de recherche et de soins. Sitôt lancé, le personnel de santé et autres étudiants, chercheurs ont assisté à leur premier cours au sein de cette école de santé publique de Lambaréné. Des cours dispensés par des enseignants-chercheurs venus des universités de Tübingen et de Vienne, un cours introductif basé sur l'épidémiologie. Dans l'une des salles de classe de l'école de santé publique de Lambaréné, les premiers cours d'épidémiologie sont dispensés sous forme d'exposés par des enseignants-chercheurs issus des grandes universités et instituts de recherche de l'Occident aux professionnels de santé venus de plusieurs pays. On a signé une convention avec le ministère de la Santé, le CERMEL, l'Université de Tübingen, l'Université de Vienne et le Centre des maladies infectieuses de l'Allemagne pour faire des formations de santé publique, maladies infectieuses et la recherche clinique ici à Lambaréné. Ce grand projet est un projet que j'admire, qu'il me plaît beaucoup. Et je fais une coopération avec le CERMEL, en particulier pour le domaine de la bioéthique, pour l'éducation, pour le training, pour les chercheurs et les médecins qui sont ici dans la matière de la recherche médicale. Pour réguler les grandes pandémies et trouver des vaccins pour les éradiquer, il faut non seulement des structures, mais surtout un personnel bien formé sur ces questions, au dire du docteur Agnandji. Cette école va s'attaquer à des programmes de santé publique. Elle va s'attaquer à des maladies très importantes. J'ai cité le paludisme, la tuberculose, mais aussi d'autres qui sont endémiques dans notre pays. Et le but à terme, c'est d'arriver à contrôler, à éliminer ces pathologies de notre pays, mais aussi de toute la sous-région et du continent africain. Pour postuler dans cet établissement unique dans la sous-région, il faut être scientifique ou un agent de santé. La durée de formation et les moyens d'y intégrer seront présentés lors de son inauguration, prévue pour le mois de novembre prochain. Hors de nos frontières, au Kenya, le ministre de l'Intérieur, Fred Matiang'i, a interdit aujourd'hui les manifestations dans le centre des trois principales villes du pays, Nairobi, Mombasa et Kisumu, théâtre ces dernières semaines de rassemblements de l'opposition en amont de l'élection présidentielle du 26 octobre prochain. Le récit de Lardingue Mamba. En raison de la menace claire, présente et imminente des troubles à l'ordre public, le gouvernement a interdit ce jeudi toute manifestation dans les centres d'affaires de Nairobi, Mombasa et Kisumu. In exercise of its cardinal responsibility of protecting life and property, dans l'exercice de sa responsabilité de protéger la vie et les biens, le gouvernement tient à rassurer la population qu'il fera tout ce qui est à son pouvoir pour maintenir la paix et la tranquillité dans le pays. Mesdames, Messieurs, c'est la responsabilité de tout gouvernement et nous prenons la nôtre très au sérieux. The foremost responsibility of any government and we take ours very seriously.
Dans un climat politiquement tendu, l'opposition a organisé des manifestations dans ces 3 villes ces dernières semaines pour protester contre la commission électorale chargée d'organiser le scrutin du 26 octobre, après l'invalidation en justice de la réélection du président Uhuru Kenyatta à la présidentielle du 8 août. Through the attack on police stations, attack on police officers, via des attaques sur des commissariats de police, des attaques sur des agents de police occasionnant de graves blessures physiques, une grave perturbation des affaires, des attaques contre les civils innocents, le pillage, la destruction des propriétés, des graves dommages ont été causés aux biens publics et aux infrastructures nationales essentielles. grave damage to public property and critical national infrastructure. Le ministre de l'Intérieur a rappelé le droit des Kenyans à manifester et faire grève pacifiquement, mais soutenu que ce droit n'est pas absolu et ne doit pas transgresser les droits des autres Kenyans. La Russie et le Maroc veulent renforcer leur coopération dans le domaine énergétique, a affirmé mercredi à Rabat le Premier ministre russe Dmitry Medvedev, en évoquant notamment un projet très prometteur de livraison de gaz liquéfié. Dorothée Afinizo. Lors d'une visite à Rabat fin septembre, le ministre russe de l'énergie Alexandre Novak avait évoqué la construction d'un terminal gazier et d'un gazoduc au Maroc. Mercredi, le Premier ministre russe Dmitry Medvedev s'est rendu à Rabat. Objectif, consolider les relations entre les deux pays en matière d'énergie. Le potentiel de notre coopération est très vaste. Nous avons vraiment une très belle histoire. Les investissements qui à certains moments ont été faits, notamment les projets de construction avec l'assistance technique de l'URSS. Je parle du complexe hydroénergétique d'Al-Wakhda. Une coopération renforcée par des nouveaux accords. Le Premier ministre russe a souhaité que sa visite inaugure une nouvelle page dans les échanges entre les deux pays. Nous avons examiné de nouveaux projets qui pourraient servir à alimenter notre coopération. Certains d'entre eux figurent en effet dans de nouveaux accords. Il s'agit du domaine énergétique qui couvre différents outils de technologie énergétique. Les échanges entre Rabat et Moscou ont atteint 2,5 milliards de dirhams, soit 225 millions d'euros en 2015. La balance commerciale reste déficitaire pour le Royaume. Le Maroc exporte principalement vers la Russie des produits agricoles, notamment des agrumes, et importe essentiellement des hydrocarbures. Un militant anti-apartheid mort en détention policière en 1971 aurait été tué et torturé et tué par la police. C'est la conclusion faite aujourd'hui par la justice sud-africaine, révisant la version officielle du suicide au moment du drame. Lardi Gemamba. Le 27 octobre 1971, Ahmed Timol, un enseignant communiste, avait été déclaré mort après être, selon la police, jeté du 10e étage du quartier général de la police de Johannesburg. C'est là pour être le théâtre d'interrogatoires musclés. Sa famille n'a jamais cru à cette version et obtient en 2017 la réouverture de l'enquête. Une première, a souligné jeudi le juge Billy devant la haute cour de Pretoria. Timol's fall to the ground was as a result of being pushed either from the window. La chute de Timol est le résultat d'avoir été poussé soit par la fenêtre de la pièce 1026, soit du toit du bâtiment de la place John Vorster. Timol n'est pas mort parce qu'il s'est suicidé. Timol est mort parce qu'il a été poussé. Un acte qui a été commis par les membres des forces de sécurité avec intention et qui équivaut à un meurtre. Le juge a en conséquence recommandé au parquet de poursuivre le policier João Rodrigues, le dernier à avoir vu Timol vivant. Les autres policiers impliqués dans son interrogatoire sont aujourd'hui décédés. Lors de sa comparution devant le tribunal il y a plusieurs semaines, João Rodrigues a maintenu sa version des faits. Ahmed Timol a sauté de la fenêtre du bureau 1026. L'ancien policier, aujourd'hui septuagénaire, a participé à cacher la vérité et devrait être poursuivi pour cela, a conclu le juge. Sa décision a été saluée par des applaudissements nourris. C'est un jugement historique, a réagi le frère d'Ahmed Timol, Mohamed Timol. Nous avons la justice que nous avons attendue depuis 46 ans, a-t-il ajouté.
Après 8 mois d'autosuspension pour excès d'utilisation de produits chimiques colorants, le Bénin, 4e exportateur africain d'ananas, peut relancer son activité. Dorothée Afinizo. Dans les champs d'Alada, principale ville de la zone de production du sud du Bénin, des employés s'activent. Les ananas, la variété Cayenne, lisses, gros et jaunes, sont lavés, rangés dans des cartons puis dans un camion. 800 colis partiront ce soir par avion pour l'Europe. Il y a beaucoup d'améliorations qui ont été apportées au niveau de la pratique, des bonnes pratiques agricoles. Nous avions revu le mode de fertilisation. Nous avions revu le taux de téflon qu'il faut appliquer à l'étrelle pour ne pas dépasser la limite maximale de résidus en ce qui concerne les téflons. En décembre, suite aux alertes répétées de l'Union européenne, le gouvernement béninois a interdit l'exportation de l'ananas traité avec les téflons. Ce produit chimique à base d'éthylène accélère la coloration. Il reste en théorie sur l'écorce, mais s'il est surdosé, peut entrer dans le fruit. L'ananas du Bénin peut se consommer vert. Et dans nos habitudes alimentaires, cet ananas est souvent consommé vert. Et lorsqu'il est vert, il est mature. Il va falloir faire de la communication et mettre dans l'habitude alimentaire des consommateurs européens que rajouter un produit chimique n'aurait pas été ce qu'il faut. 2 produits sont désormais homologués, les exportateurs ont été recensés, les étreleurs qui répandent les téflons ont été formés et l'État a investi dans du matériel d'analyse à hauteur de 300 millions de francs CFA, environ 460 000 €. Désormais, l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments est chargée des contrôles des champs jusqu'à l'aéroport avant embarquement. L'Espagne célèbre sa fête nationale, symbole de l'unité du pays, alors que celle-ci est justement menacée par une grave crise politique avec la volonté des indépendantistes au pouvoir en Catalogne de forcer le divorce. Larding Mamba. En pleine crise catalane, l'Espagne a célébré jeudi sa fête nationale, endeuillée par la mort d'un pilote dans le crash d'un avion de combat, alors que des milliers de personnes défilaient à Barcelone en faveur de l'unité du pays. Le Premier ministre Mariano Rajoy et le roi Philippe ont assisté à la traditionnelle parade militaire le long du boulevard du Paseo de la Castellana à Madrid. Les Catalans, j'en pense du bien. Et c'est une partie de l'Espagne que nous aimons et nous ne voulons pas qu'ils partent parce que cela n'a pas de sens. C'est une belle journée, nous pouvons tous être très fiers de ce grand pays que nous avons formé et remercier les forces armées qui défendent tous les Espagnols et qui donnent leur vie pour l'Espagne. Je ne pense pas qu'ils sachent ce qu'ils veulent. Je pense que 4 d'entre eux leur ont vendu quelque chose qui n'ira nulle part. Mais l'humeur n'est pas franchement à la fête en Espagne. Confronté à sa grave crise politique depuis le retour de la démocratie en 1977, avec la volonté de divorce des indépendantistes au pouvoir à Catalogne. Mercredi, Madrid a lancé un ultimatum au président séparatiste, lui donnant jusqu'au lundi à 10h GMT pour clarifier sa position sur l'indépendance. Le mouvement islamiste Hamas et son rival palestinien du Fatah ont signé ce jeudi au Caire un accord de réconciliation destiné à mettre fin à une décennie de déchirements dévastateurs. Loïs Obiang pour le compte-rendu. Après plusieurs tentatives de réconciliation qui ont échoué depuis 2007, la signature du premier protocole de la mise en œuvre de la réconciliation a eu lieu ce jeudi entre le Fatah et le Hamas palestinien au Caire. Cet accord a pour but de mettre un terme à plusieurs années de déchirement et d'aider le gouvernement d'unité à s'installer à Gaza. Aujourd'hui, je vois des sourires et de l'espoir sur les visages des jeunes, plus que sur les visages des dirigeants politiques. Aujourd'hui, tous les jeunes sont optimistes quant à la réconciliation. Il s'agit d'un festin pour le peuple palestinien et pour les habitants de Gaza. Il y a des sourires et de la joie sur tous les visages. Tout le monde parle de cette réconciliation et de cet accord. Les deux parties, encore à couteau tiré il y a quelques semaines, ont fixé au 1er décembre l'échéance d'un transfert de pouvoir dans la bande de Gaza, actuellement gouvernée sans partage par le Hamas. 3000 policiers de l'autorité palestinienne vont être déployés dans la bande de Gaza et aux frontières avec Israël et l'Égypte. Une nouvelle réunion est prévue au Caire le 21 novembre prochain.
À l'INSEP, où se forment les champions français de demain, Victor Yoka rêve de suivre les traces de son grand frère Tony, champion olympique des poids lourds en 2006. Reportage. L'INSEP, la fabrique des champions olympiques, aux portes de Paris. Large au-dessus et je mets mon bras arrière. Ici, tac, tac, ici, paf, 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 et je donne dessus. Ok? Victor, viens ici. Je donne là, ici, si je donne, lui donne son bras arrière, je passe là et je donne là. Victor, c'est le petit frère de Tony Yoka, champion olympique des poids lourds en 2016. Et pour être en mesure de marcher sur les traces de son frère, Victor doit, à 19 ans, se faire un prénom. Et la journée d'un champion commence tôt, 7 h, l'heure de prendre des forces, avant une journée marathon où il alterne ses cours de BTS Management et les entraînements intensifs. Pour les boxeurs, le poids est déterminant, l'entraîneur de Victor ne laisse rien passer. Je te jure, je suis allé au petit-déj. Et alors? C'est le petit-déj. Et alors? Mais ça va redescendre 4 kilos avec le petit-déj? Non, je sais pas. On n'a pas une vie comme tout le monde, moi. Depuis que je suis jeune, mais c'est comme ça, c'est un choix qu'on a fait. On veut être des sportifs de haut niveau, on a des rêves, donc il faut se donner les moyens, c'est comme ça. Victor est l'un des espoirs de la boxe tricolore, champion de France cadet en 2014, une boxe atypique, basée sur l'esquive et la contre-attaque que son père, boxeur professionnel, lui a transmise. Mohamed, l'entraîneur de Victor, a également coaché Tony Yoka lors de son passage à l'INSEP. Pour lui, pas de comparaison possible. La comparaison, le rapprochement, il se fait presque juste au nom de famille. Voilà, ils ont vraiment deux styles complètement différents. Victor l'a bien compris. Il sait aussi qu'il porte un nom difficile à porter. Ça ajoute une pression, mais je trouve qu'il la gère bien. Je sens que c'est plus un levier pour lui qu'une faiblesse. La victoire de son frère à Rio, Victor l'a revue des centaines de fois, comme pour mieux s'en inspirer. Un socle sur lequel il pose les fondations de sa propre destinée. Moi, je me vois suivre le même parcours à peu près, ou pourquoi pas même mieux. Moi, je suis quelqu'un d'ambitieux, je pars du principe que si tu fais un sport sans l'objectif d'être le meilleur, ça sert à rien de le faire, personnellement. Donc oui, c'est sûr que dans mon futur, je me vois champion olympique aussi. Déjà, les Jeux olympiques en soi, c'est une compétition grandiose, c'est la meilleure compétition pour tout le monde. Alors en plus à Paris, devant son public, devant sa famille, ses amis. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Une médaille d'or. Une médaille d'or, plein de médailles d'or. Des rêves d'or, de gloire et de Marseillaise, la même détermination, la même ambition affichée que son frère. La soif de vaincre, de conquérir les podiums olympiques. Le rappel des titres de ce journal, la saison des pluies qui sonne. Son retour à Libreville, la capitale gabonaise se relève progressivement d'une journée de fortes précipitations ayant provoqué des inondations par endroits, alors que dans le même temps, la journée de demain est déclarée journée internationale de prévention des risques et catastrophes naturelles. Nous poursuivons avec la Sogatra, la Société gabonaise des transports qui pourrait bien reprendre du service à temps plein sous peu. C'est ce qui ressort d'un accord conclu ce jour entre le syndicat et l'administration des transports. L'accord met un terme à plusieurs mois d'inactivité de la principale société publique des transports du pays. Et puis, à l'étranger, l'on a parlé de la justice sud-africaine qui a rétabli la vérité dans une sombre affaire déduisant en 1971 du suicide d'un jeune militant anti-apartheid alors que ce dernier avait été torturé et tué par la police dans sa cellule. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur Gabon 24 car l'information se poursuit.